Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler d'eau potable et puis d'une source hybride, en tout cas que je pense qu'il serait intéressant de considérer comme ça, à cheval entre surface et souterrain, la filtration sur berge. Donc il est estimé que le Québec représente 3% des réserves d'eau douce de surface sur le globe. Ce n'est pas étonnant qu'une des sources importantes d'eau potable, ce soit l'eau de surface. Effectivement, ça permet d'avoir des débits importants. On a une nécessité d'infrastructures de traitement qui sont avancées pour la potabilisation. Donc là, j'ai mis 3 petits dollars pour le coût. Vous verrez ensuite, on verra des nombres de dollars, pour un petit peu symboliser les coûts. Et puis, on est capable d'atteindre les différents objectifs de qualité en ajustant le traitement. En tant qu'hydrogéologue, j'aimerais en profiter là pour rappeler un peu le rôle stratégique des eaux souterraines pour soutenir le développement rural dans la province. Ce serait qu'au Québec, la population rurale, à 80%, dépend des eaux souterraines. C'est souvent une alternative à l'eau de surface, notamment pour des petits systèmes. C'est accessible de façon continue. On a besoin de moins de traitement parce que l'eau souterraine jouit d'une certaine relative, en tout cas, protection naturelle aux contaminants anthropiques. Et puis, les frais d'installation, d'opération sont relativement limités. Notez notamment qu'en fait, on peut bien souvent installer un puits à proximité de l'usage. Donc, j'ai repris les informations ici en résumé. Puis, notamment, vous trouvez le petit symbole dollar. J'en ai mis un seul pour comparer les coûts de l'eau souterraine avec l'eau de surface. Il y a un point important à ajouter, c'est que dans le contexte géologique québécois, les volumes extractibles ne sont pas nécessairement toujours infinis. On va dire ils sont parfois régulièrement limités en termes de souterraine. Revenir un petit peu à des dessins. Mentionner que souvent l'eau souterraine est vue comme une boîte noire. Pourtant, l'eau souterraine, l'eau de surface, l'évaporation, l'eau de mer, tout est intégré dans le cycle global. Alors, si vous deviez installer une ville dans le Sahara, vous mettriez où? J'imagine, à l'instar des personnages dans ce dessin, probablement autour d'un oasis pour vous assurer de disposer d'eau. En fait, les oasis, dans la majorité des cas, c'est des vallées où le niveau des nappes phréatiques va affleurer à la surface. C'est connecté, les eaux sont connectées. En réalité, dans le Sahara, vous pourriez forer un puits à peu près n'importe où, à quelques dizaines de mètres de profondeur maximum, et alimenter la ville de Montréal et peut-être même le Québec au complet sur le long terme. En revanche, en pompant, en consommant ces réserves, vous feriez baisser le niveau de la nappe et puis notre oasis se retrouverait à sec. Ce que je voulais illustrer ici, c'est la connexion entre eau de surface et eau souterraine. Parce que dans le cas des puits de pompage, ça offre la possibilité de considérer une source d'eau hybride, donc la filtration sur berge à laquelle on vient aujourd'hui. L'idée, c'est qu'en pompant de l'eau souterraine à proximité immédiate de lacs ou de rivières, on va induire un gradient hydraulique et on va forcer l'infiltration de l'eau de surface au travers des berges, jusqu'au puits. Donc évidemment, ça va prendre des formations géologiques suffisamment perméables en plus d'une courte distance. Mais l'idée, c'est que l'eau pompée, c'est un mélange entre l'eau souterraine et l'eau de surface récemment infiltrée. Donc on va retrouver des débits importants, on va retrouver une eau requérant peu de traitement, et puis des frais d'installation et d'opération qui restent limités. Ce qui se passe, c'est que l'eau de surface dont on va forcer l'infiltration, infiltration induite, va bénéficier d'un pré-traitement naturel de potabilisation. Ça, c'est la formation géologique qui s'en occupe, c'est la nature. Donc, au sein des berges, on va observer de la filtration, de la biodégradation, de l'absorption, de la précipitation, et puis un ensemble de réactions redox. Tout ça. Ajoutez aussi qu'il y a, en plus de cette filtration, atténuation de contaminants, on a une dilution. Parce que l'eau qui est pompée par le puits, on a de l'eau infiltrée, puis on a de l'eau souterraine régionale également. Donc, la filtration sur berge va combiner les avantages de l'eau de surface, de l'eau souterraine. On va minimiser les traitements de potabilisation, on va soulager la pression sur les aquifères et puis réduire les coûts. Notez qu'au Québec, il n'y a pas nécessairement de normes dédiées pour ce qui est des règlements de protection des eaux potables. Donc là, on va utiliser les normes pour l'eau souterraine. Pour ce qui est du règlement sur la qualité des eaux potables, là, on a les normes ESIDES, donc eau souterraine sous influence directe des eaux de surface, qui va s'appliquer à tous les captages d'eau souterraine. Malgré son nom, ça ne vise pas spécifiquement à caractériser l'infiltration des eaux de surface. Mais comme beaucoup d'entre vous le connaîtront, c'est utilisé lorsqu'on va avoir une contamination avérée, microbienne ou virale, à l'intérieur d'aires de protection.
J'aime bien dire que c'est une solution ancienne à un problème actuel. Donc, le problème actuel, ça va être d'obtenir des volumes d'eau potable dans des quantités suffisantes, à des qualités acceptables, et tout ça à un coût raisonnable. Pourquoi ancienne? Parce que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a inventé. Tout hydrogéologue, tout foreur a cette notion en tête. Si on se met proche d'une charge constante, près d'une rivière, on ne va pas manquer d'eau. Mais on peut éventuellement conceptualiser un petit peu ça. Toujours est-il que depuis les années 1800, en Europe, c'est là où ça a été recensé le plus tôt, on a l'utilisation de la filtration sur berge pour alimenter des grandes villes. Berlin, Belgrade, par exemple. Berlin, ça fait plus de 150 ans. Pour avoir vécu, travaillé à Berlin, à côté du lac Tegel, où sont les puits de captage pour la ville, je vous assure qu'on n'a pas envie de boire la tasse dans ce lac-là en se baignant. Et pourtant, à quelques dizaines de mètres, une dizaine de mètres de là, sont les puits qui alimentent la ville. Et puis, des centaines de milliers de personnes, depuis un siècle et demi, boivent cette eau-là. La chloration n'est arrivée que récemment, sans problème. C'est-à-dire qu'on a quand même quelque chose d'efficace. Aux États-Unis, depuis les années 50 également, il y a eu un intérêt pour la filtration sur berge, développement, notamment avec les puits radiants. En Suisse, on estime qu'on a 80% des puits qui correspondent à la filtration sur berge, et en Allemagne, 10%. Malgré ce retour d'expérience, malgré ces années d'utilisation, malgré l'investissement de chercheurs de manière précoce sur ces sujets-là, il reste que c'est pas si simple d'évaluer la vulnérabilité de ces captages en prenant en compte les caractéristiques propres qui sont la proximité à l'eau de surface et puis la connexion avec l'eau de surface. Aussi, mentionner qu'on parle de vulnérabilité, mais peut-être qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une évolution? Ce n'est pas quelque chose d'évolutif dans ce cas en particulier. Et on va voir ça pourquoi dans le graphique suivant. Ce qui est illustré ici, ça va être le fait qu'on a un régime transitoire d'écoulement, d'abord. Régime transitoire d'écoulement, c'est qu'on ne va pas maintenir les mêmes conditions d'écoulement au cours du temps. Notamment, si on regarde cette figure, je ne sais pas si on voit ma souris, je vais partir du principe que oui. Ou en tout cas, la figure du haut, ça va être les conditions naturelles dans milieu temporé qui régissent les relations surface-souterrain la majeure partie du temps. C'est-à-dire qu'on a l'eau souterraine qui va alimenter l'eau de surface. Il n'y a pas de secret, si pendant un long étiage d'été, on a encore de l'eau dans les rivières, c'est justement la mise en évidence qu'il y a une contribution des eaux de surface, des eaux souterraines. Ce qu'on voit ici, c'est que si on essaie d'intercepter cette eau qui va s'écouler vers la rivière en installant un puits, donc c'est le deuxième graphique en partant du haut, petit à petit, on va mobiliser de l'eau autour du puits, et puis au cours du temps, donc là c'est les graphiques vers le bas, on va avoir un équilibre qui va s'établir peu à peu jusqu'à arriver à la figure du bas, où là, on a une connexion qui est établie, qui est relativement directe, qu'on peut conceptualiser aisément, entre l'eau de surface, l'eau souterraine, en tout cas, ces deux sources-là vers le puits. Mentionner que ces conditions-là, combien de temps est-ce qu'on met à avoir un équilibre? Ce n'est pas une réponse simple. Ça peut mettre journées, ça peut être des mois, des semaines, des années. Ça dépend vraiment des cas, ça dépend du contexte. Mais surtout dans le cas de la filtration sur berge où on parle de puits d'eau potable et où la demande va varier au cours du temps, il n'est pas impossible que nos puits aient des débits variables. Éventuellement qu'il y ait des puits qui soient allumés à certains moments, éteints à d'autres. Dans ce cas-là, on va se promener à l'intérieur de ce schéma au cours du temps, à l'échelle d'une journée, à l'échelle de semaines, de mois, d'années. Donc on a vraiment quelque chose de transitoire qui bouge énormément. On ne peut pas nécessairement considérer qu'une vision à un instant donné est représentative de ce qui se passe au cours du temps, de ce qui va se passer par la suite. Concrètement, ce régime transitoire va jouer sur le temps de séjour de l'eau infiltrée au sein des berges, qui est un paramètre clé pour l'atténuation des contaminants, et puis le taux de mélange entre l'eau souterraine et l'eau de surface, qui est également quelque chose de fondamental à prendre en compte. Donc, on a vu qu'on avait un régime transitoire d'écoulement, mais en fait, on a aussi un régime transitoire biogéochimique. Tous ces bouleversements, et notamment ici au Québec, avec les périodes de crue, les périodes d'étiage, où on a des gradients qui vont fluctuer énormément au cours de l'année entre surface et souterrain, eh bien, l'eau qui s'infiltre, l'eau qui est présente dans les berges, on va voir sa température, sa composition chimique, la charge de contaminants, les conditions redox varier au cours du temps. Et ça a un rôle majeur sur la fluctuation de la charge de contaminants. Donc, quand on prend les deux ensemble, là, c'est vrai qu'on a de la difficulté à pouvoir anticiper la capacité d'atténuation des contaminants en filtration sur berge.
Et puis là, je vous ai montré plein d'exemples de Berlin, de Belgrade, tout est beau. Mais il y a quand même des cas où il y a des préoccupations de qualité qui se présentent parce qu'il y a une variation brutale de qualité, parce qu'il y a une variation à long terme. Puis c'est des choses qu'on aimerait éventuellement mieux comprendre. Pour synthétiser un petit peu, on a des paramètres qui sont connus ou plutôt simples à évaluer avec les méthodes du génie. Ça va être quelle est la qualité de l'eau de surface, sa variabilité, de même pour la qualité de l'eau souterraine, qu'est-ce qu'on a comme débit de pompage, et puis quels sont les paramètres hydrogéologiques. Donc ça, c'est ce qui permet notamment d'établir les conditions qui feront qu'un captage est un potentiel ou non avec les méthodes hydrodynamiques classiques. Mais il y a aussi des paramètres qui sont complexes et surtout qui sont variables temporellement et spatialement. Puis ça va être le temps de résidence, le taux de mélange et les réactions biogéochimiques. Ensuite, on se situe dans des zones, typiquement on peut imaginer des alluvions de bords de rivières, imaginez dans une vallée avec quelques méandres, puis le puits est là. En géologie, on sait qu'on a des strates, vous avez tous entendu parler, je pense, de ce concept-là, avec des dépôts successifs. Et éventuellement, on pourrait avoir un dépôt avec une granulométrie plus grossière, mettons, qui permettent un écoulement plus rapide, ou des conditions avec des sites qui fassent que l'épuration soit moins efficace dans un horizon particulier. Et dans ce cas-là, on peut avoir un chemin préférentiel d'écoulement. C'est-à-dire, même si, en vue générale, on considère que, mettons, on a un temps de résidence qui est très, très élevé. Là, il va se passer des années s'il y a une connexion à ce qui se passe ou pas. Donc, on va dire, OK, on n'a pas de problème de qualité. Mais il suffit que 1% de l'eau pompée puisse prendre un chemin préférentiel d'écoulement. Puis là, en hydrogélé, on parle rapidement d'ordre de grandeur de différence dans la vitesse d'écoulement. Et puis, aller beaucoup, beaucoup plus vite, avec à une échelle de temps qui ne permet pas l'atténuation des contaminants considérés. Puis là, on peut se retrouver éventuellement avec des considérations à gérer de qualité. Si on place également ces enjeux-là dans un contexte de changement climatique, je ne vais pas prendre le temps de détailler toute cette figure, mais je l'ai adapté d'un article dont vous avez la référence en bas. L'idée, c'est que les changements climatiques vont jouer d'un côté sur la quantité, donc avec des extrêmes hydrologiques, on va avoir une variabilité des régimes, et puis aussi avec la température, la charge de contaminants. Les deux vont jouer sur la qualité et la quantité de l'eau, et puis vont jouer sur les écoulements, la dynamique des écoulements. Concrètement, pour faire simple, on peut se placer au centre de la figure. On va avoir une variation des temps de résidence, on va avoir une variation, disons pour simplifier ici, des conditions redox. Mais l'idée, c'est qu'on se demande si ça ne pourrait pas altérer la capacité d'épuration des eaux souterraines, de l'eau infiltrée durant la filtration sur berge, et puis surtout un éventuel relargage de substances stockées. Des questions que se pose la communauté scientifique actuellement. Il y a un autre enjeu par rapport à la filtration sur berge, c'est de dire, OK, on comprend le concept, on comprend que c'est finalement quelque chose d'assez évident pour les foreurs, évident pour ceux qui comprennent un petit peu le cycle de l'eau souterraine, qu'on a un intérêt à se placer à proximité d'une rivière ou d'un lac pour avoir plus d'eau dans notre puits. Mais trouve-t-il que où est-ce qu'on a de l'eau souterraine, de la filtration sur berge, quelle est son étendue? Donc, il y a eu quelques efforts récemment pour effectuer déjà un premier inventaire au niveau mondial. Donc, il y a d'Europe, un certain nombre d'autres pays. À date, c'est vrai qu'au Canada, il n'y a pas nécessairement d'inventaire qui existe à l'échelle du pays. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne fait pas de filtration sur berge, bien au contraire, mais simplement qu'il y a peut-être encore des choses qui peuvent être développées dans ce sens ici. À l'échelle du Québec, si on place sur une carte, ici vous verrez des points. Donc il y a les points rouges, c'est l'alimentation en eau potable en eau de surface. En bleu, c'est l'eau souterraine. En vert, c'est les écidètes. Ça confirme qu'on a beaucoup de captage d'eau souterraine en zone rurale, effectivement. Puis ça nous donne une idée de voir ça. L'alignement des points, où est-ce qu'ils se situent? Ici, on a les points d'eau souterraine, on a les rivières. Et si on regardait la distance entre les captages d'eau souterraine pour l'eau potable et puis les rivières au Québec. Donc, c'est la démarche qu'on a réalisée ici, où c'est exprimé dans l'axe vertical en termes de population cumulative alimentée par de l'eau souterraine d'un réseau municipal au Québec. Et puis, l'axe horizontal, c'est la distance des captages en question de l'eau de surface. Ce dont on se rend compte, c'est que dans les premiers 500 mètres de distance de l'eau de surface,
On a 75% environ de la population québécoise alimentée par des réseaux municipaux d'eau souterraine. Donc, on n'est pas loin d'1 million de personnes. Pourquoi 500 mètres? En fait, 500 mètres, c'est souvent considéré par la communauté de filtration sur berge par un élément à l'intérieur duquel, cette distance-là, en dessous de 500 mètres, il y a une probabilité. Évidemment, il faudrait prendre en compte ici tous les paramètres hydrogéologiques. Il y a une distance, mais peut-être que hydrogéologiquement, il n'y a pas de connexion possible. Toujours est-il que déjà, c'est une vue générale. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même en se plaçant à 250 mètres, on est déjà à plus de 60% de la population alimentée par l'eau souterraine. Et en se plaçant rien qu'à 100 mètres, on a un tiers. Donc, c'est sûr que ça vaut la peine de se poser un petit peu plus la question dans le cas du Québec. Est-ce qu'on a de la filtration sur berge notamment, puis comment est-ce que ça fonctionne, les changements climatiques qui arrivent, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? En tout cas, je pense qu'on peut déjà dire qu'il y a une probabilité élevée que 50% des puits municipaux de Québec soient en filtration sur berge. Donc, les objectifs du programme de recherche de mon équipe, c'est d'anticiper la capacité des systèmes de filtration sur berge à supporter l'évolution des contraintes anthropiques et climatiques au Québec. Et puis, dans les sous-objectifs un petit peu généraux là, que je pourrais vous présenter ici, essayer de quantifier, définir une typologie des sites de filtration sur berge au Québec. Développer des méthodes qui soient simples et permettent de caractériser la vulnérabilité des sites de filtration sur berge, notamment en lien avec la variabilité des taux de séjour, des temps de séjour, pardon, des taux de mélange. Proposer l'utilisation de séquences d'exploitation optimales pour finalement utiliser nos sites de filtration sur berge comme des usines. Et puis, explorer la sensibilité de ces sites au changement climatique et notamment selon leur contexte hydrogéomorphologique. Donc, en voici quelques-uns. Je ne sais pas s'il y en a qui sont connectés, qui regardent de l'équipe. Là, on faisait un party de remplissage de sacs Ziploc avec des contenants qu'on a envoyé à un certain nombre de municipalités partenaires dans des échantillonnages réguliers. Et puis, il y en a peut-être qui reconnaissent leur sac Ziploc, qui sont connectés ici. Donc, en tout cas, bon, merci à l'équipe et puis merci à tous les partenaires de ce projet-là. Les financements sont indiqués ici en bas et puis je fais référence notamment à un financement du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques tout à l'heure. Notre approche, évidemment, on va regarder la géologie, l'hydrogéologie, la piézométrie, les conditions hydrodynamiques, tout ce cadre interprétatif habituel, mais on va également aller chercher est-ce qu'on ne peut pas avoir des indices pour jouer au détective et puis à partir de l'eau, on la regarde bien droit dans les yeux et voir ce qu'elle a à nous raconter, donc faire du traçage. Il serait tentant de faire du traceur artificiel, de prendre une rivière majeure ou un beau lac, on sait qu'on a des habitants autour, puis mettre des colorants, puis d'attendre qu'ils nous appellent en panique pour nous dire que l'eau du robinet est verte et rose ou sans mauvais. On va être obligé de faire autrement, et puis d'aller chercher ce que l'environnement, le cycle de l'eau naturelle a déjà à nous dire, parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont à recueillir. Alors, dans ces traceurs-là, pour en citer quelques-uns, on va avoir les paramètres physico-chimiques. Donc ça, c'est vraiment amusant parce que c'est très accessible et on a déjà des informations intéressantes qui en viennent. Je pensais à la température, la conductivité électrique. La chimie de l'eau est très parlante également. On va avoir quelques exemples tantôt. Les isotopes stables de la molécule d'eau. Donc là, on rentre comme dans l'ADN, pour faire simple, de la molécule d'eau. On a des isotopes qui sont radiogéniques aussi. Je vous laisse penser au carbone 14 utilisé en archéologie, donc qui permet de dater une eau, en tout cas dater un processus ayant affecté l'eau. On développe, pas nécessairement avec le carbone 14, mais on développe des approches également radiogéniques dans l'équipe à ce sujet. Je vais illustrer quelques exemples de travaux qu'on a réalisés. Okay. Alors déjà, pour ce qui est de déterminer l'origine de l'eau et des mélanges, qu'est-ce qu'on peut avoir comme programme de suivi? Un exemple de démarche scientifique. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec des schémas d'hydrogéologie complexes? Donc, la question qu'on se posait tantôt, c'est l'origine de l'eau pompée, ces mélanges-là. Est-ce que c'est variable dans le temps? Est-ce que c'est variable dans l'espace? Si on se place dans un site, par exemple, ici, schématisé, où on va avoir un champ captant qui est bordé par deux lacs. Et puis, initialement, c'est le schéma du haut, le premier lac était alimenté par les eaux souterraines, donc il y avait une signature géochimique particulière. Et puis, cette eau-là venait se verser dans l'autre lac, le lac A ici, qui lui-même avait une autre signature. Vous pouvez, par signature, penser à composition chimique. Et puis, en période de crue, hop, ça s'inverse. Là, c'est le lac A qui est plus en charge, qui vient se verser dans le lac B au travers de la berge. Donc, on a quelque chose qui bouge.
à l'échelle, en fait, à l'exemple de tous les champs captants au Québec qui sont souvent connectés aux eaux de surface avec des pics de recharge. L'hydrogéologie au Québec bouge énormément selon l'échelle à laquelle on la regarde. Donc là, dans un site comme celui-ci, on va installer un puits de pompage et ce puits va créer un rabattement. On pompe dans le puits, le niveau diminue. Et si le niveau est plus bas que les masses d'eau autour, on a créé un gradient, on va créer un écoulement. On va parler d'un rabattement qu'on a créé. Et puis là, typiquement, ça force l'eau d'un lac, d'un côté, de l'autre lac à s'infiltrer. Sur le site dont je vais présenter quelques résultats ici, on voit qu'on a différents puits, ici sur le côté droit. Celui du bas, le P6, va avoir un pompage qui est relativement constant au cours du temps. On en a d'autres comme le 3 qui sont relativement maintenus mais qu'on va couper pendant la nuit. On a comme celui du haut, le 1, où là c'est vraiment quelque chose d'intermittent. Et puis le 5 qui va être plus occasionnel. Donc là on constate qu'effectivement on est face à un contexte très représentatif de ce qu'on va retrouver à plus grande échelle où on va avoir des variabilités des régimes de pompage. Un résultat simplement très simple ici de ce qu'on peut obtenir à partir d'un programme de suivi et d'échantillonnage temporel. Le diagramme ici, en fait, on déroule dans le temps du haut vers le bas. Vous verrez les dates qui vont croissant du haut vers le bas. Et puis, on est passé entre chacun des puits pour faire l'axe horizontal. Donc, imaginez, on se promène de l'un à l'autre. Là, on a fait comme une coupe à l'intérieur du sous-sol. Et puis, c'est un tapis qui se déroule en fonction du temps. La variable qui est indiquée, c'est la conductivité électrique. Donc, c'est les gammes de couleurs, puis il y a une valeur par point. Donc, je vous invite à regarder à quel point ça va varier dans le temps et ça va varier dans l'espace. Si on regarde la deuxième ligne, là, on voit un patatoïde bleu. Vous voyez qu'on a une valeur de conductivité électrique très variable, très différente ici de celui qui est à côté avec un patatoïde jaune. On a presque du simple au double. Si on se déplace dans le temps, 1 mois ou 2 mois plus tard, là, on a quelque chose de très homogène. On a presque la même chose pour les deux. Avec des valeurs autour de 600 microsiemens par centimètre. En plein cœur de l'hiver 2017, là, on est monté presque à 900 et on est homogène également entre les deux. Quelques mois plus tard, on est homogène à nouveau, mais tout le monde est autour de 300, 400. C'est-à-dire que là, on voit très bien que ça varie énormément au cours du temps, l'origine de l'eau dans un puits de filtration sur berge, et puis que si on avait la chance d'appliquer des méthodes géochimiques pendant une campagne pour comprendre ce qui se passe, on aurait déjà une belle avancée. Mais ceci étant, il suffirait qu'on aille prendre un échantillon un peu plus à gauche, un peu plus à droite, qu'on revienne 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, et éventuellement, on obtient quelque chose de tout à fait différent. Donc, cette variabilité, il faut vraiment la prendre en compte. Je vais aller vite, je vois que le temps passe. OK. L'idée, concrètement, c'est de se dire, OK, il faut qu'on trouve une manière, avec nos résultats géochimiques, avec les différentes possibilités d'analyse. On a le tableau de Mendeleïev, potentiellement pour nous, le tableau périodique des éléments. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui nous indique sur les taux de mélange, pour commencer? Une fois qu'on a les taux de mélange, est-ce qu'on est capable d'avoir une information sur le rôle des conditions hydrodynamiques? On l'a dit, au Québec, ça varie énormément, puis ça peut induire un forçage important sur l'origine de l'eau et les temps de séjour. Et puis également, qu'induit le pompage. Donc j'aime bien cette figure-là parce que ça permet d'illustrer un certain nombre de points. L'idée, c'est une fois qu'on a trouvé un proxy, donc une indication de l'origine des différentes sources d'eau, on peut développer un modèle de mélange. Ici, c'est l'axe vertical. On passe de 0 à 100, mais vous pourriez imaginer l'axe dans l'autre sens, simplement une proportion de mélange d'une des contributions au mélange total. Et puis, la gamme de couleurs derrière, du rose au bleu, suit simplement cet axe-là. L'axe horizontal, c'est le temps. Et puis, ce qu'on remarque ici, c'est que l'évolution temporelle des taux de mélange va se distinguer pour les puits qui ont différents schémas de pompage. Les puits qui pompent en continu, qui sont en noir, vont montrer des taux de mélange relativement stables. Alors que les puits de manière intermittente, qui sont utilisés quelques heures par jour, vont montrer une grande variabilité au cours de l'année. Donc ça, c'est ceux qui sont en gris. Un régime de pompage plus occasionnel, donc là on le met en pompage quelques heures par mois, on va avoir une contribution plus importante ici, donc d'un des contributeurs, tous les points sont presque à 100%, les points transparents. Donc là on voit bien que les schémas de pompage ont un rôle important sur l'origine de l'eau pompée et plus significativement pendant l'hiver. L'hiver, c'est tout à droite du graphique où là on voit une distribution qui part de 0 à 100 d'un puits à l'autre, qui sont à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre. Donc pendant l'hiver, qu'est-ce qui se passe en hiver?
on est à l'étiage, donc on parle de low gradient. Désolé pour je n'ai pas pris le temps de traduire la figure. Et puis, on n'a pas de forçage climatique, pour être plus rigoureux, météorologique. C'est-à-dire que les contraintes qui sont liées à la variabilité annuelle du régime des rivières, des précipitations, ne sont pas présentes. C'est le moment où tout est stoppé, on n'a même plus de recharge verticale. Au printemps, en revanche, là, c'est pour le high gradient, à gauche, on va avoir tendance à retrouver une composition de l'eau plus homogène à tous les puits, peu importe le régime de pompage. J'ai perdu ma souris. Okay. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on est capable d'identifier et de distinguer le contrôle météorologique et le contrôle par les séquences de pompage sur l'origine de l'eau pompée. Donc, dans ce cas-là, on avait élaboré un ABAC qui pourrait être utilisé par les partenaires justement pour anticiper, prédire la qualité de l'eau pompée. Je vais passer vite parce que je vois que le temps passe vite aussi. Peut-être illustrer à quel point on est capable de comprendre l'impact des régimes de pompage également sur certaines compositions chimiques. Par exemple, le fer et le manganèse dissous qui sont en enjeu pour un certain nombre de municipalités. Ici, on se rend compte que des concentrations élevées vont être observées au puits qui opèrent occasionnellement pour le fer. Donc, on a un faible débit journalier. Le fer, c'est celui du bas. Et puis, autrement, les schémas de pompage ne semblent pas affecter les concentrations en fer. On a un seuil, semble-t-il, à 0,2 mg par litre. Pour ce qui est du manganèse, la figure de droite, les concentrations semblent diminuer avec le débit de pompage, mais elles sont aussi plus faibles au puits opérant en continu, un fort débit journalier. Donc, on observe que les concentrations en fer, en manganèse, sont influencées par différents processus, et puis elles n'ont pas la même origine. Pour synthétiser un peu, une fois qu'on a choisi les méthodes géochimiques, le type de mesure, on fait un suivi temporel, on est capable d'avoir une vision de l'évolution des taux de mélange, et puis pourquoi pas un ABAC de prédiction du lien entre les régimes de pompage et l'origine de l'eau au puits. Si on a un système plus complexe, parce que le Québec est parfois plus complexe, comme ici, on voit, pour faire simple, on a 4 formations géologiques, on a la présence de l'eau, on a éventuellement un apport par eau de submersion. Là, on a plus que 2 pôles de mélange à comprendre, donc là, il va falloir aller plus loin, mais on a des palettes d'outils, on a des éléments pour pouvoir investiguer ça. Parler un petit peu de l'effet d'une crue. Et si on a un site qui est à proximité d'une rivière qui va avoir tendance à monter de manière importante en charge, on va prendre l'exemple de la crue de 2017. Et puis, je vais vous parler de géochimie. Donc, OK. Pour faire court, je voulais c'est la déformation professionnelle du prof. On va simplement considérer les points bleus, les points rouges. Ici, on a une vue en carte. On a un puits de pompage qui est avec les couleurs rouges et blanches. Les autres qui sont seulement blancs sont des puits d'observation. Et puis, la couleur du point, soit bleu, soit rouge, va correspondre au lac qui alimente cette partie de la berge. Donc, l'idée, c'est qu'ici, on voit qu'en temps général, on va avoir un mélange entre l'eau des 2 lacs au puits. C'est pour ça que vous voyez ici, on a un petit point bleu et un petit point rouge. Et on va regarder ce que ça nous informe en temps de crue. Considérez ici, on a un puits qui pompe en continu, donc on parlait de rabattement, alimentation latérale par chaque lac. Okay. Donc, on vient de voir le A. La crue de 2017 arrive, et puis à ce moment-là, on se rend compte qu'on a une eau qui provient du lac A qui a réussi à aller de l'autre côté du puits. Après quelques jours, après quelques semaines, c'est l'intégralité de la berge qui est marquée par cette eau provenant du lac A. Et puis, c'est finalement assez proportionnel dans le temps, un retour à la normale avec l'eau de l'autre lac qui revient et va contribuer au mélange pompé. Donc, on est capable ici de comprendre qu'est-ce qu'on a eu comme variabilité de l'impact de cette eau. Comptez qu'on a retrouvé la normale, entre guillemets, quelques semaines plus tard. Ça, c'est ce que nous dit la chimie. Mais on a aussi les isotopes stables de la molécule d'eau. Donc, en quelque sorte, ils nous informent sur l'ADN de la molécule d'eau. Et là, on est capable notamment de suivre à la trace l'eau de fonte de neige qui a été infiltrée pendant la crue. Ça correspond à de faibles valeurs ici, donc en dessous de moins 11,15 pour 1000 versus VSMO. Je fais vite par rapport aux isotopes stables de l'eau. Toujours est-il qu'une eau hors crue serait au-dessus, une eau de crue serait en dessous.
Et là, on se rend compte que l'eau pompée pendant la crue, c'est bien celle des eaux de fonte, partout dans les puits. Vous voyez ces valeurs ici, au mois de mai, on est eau de crue pour tout le monde. Après la crue, on va retrouver un mélange, mais le retour à la normale va dépendre du schéma de pompage. Les puits 3, par exemple, celui où la ligne rouge, qui a été en pause pendant plusieurs mois, eh bien, on se rend compte qu'alors que la situation était revenue comme à la normale partout, lui, au moment où on s'est mis à pomper, hop, il restait un petit peu d'eau de crue qui était restée là. Donc, on avait eu du stockage d'eau dans la berge. Au niveau méthodologique, une inondation, on est capable de la suivre de manière hydrologique et géochimique, de comprendre l'évolution de l'origine de l'eau, de la qualité de l'eau pompée, et puis de comprendre un petit peu mieux la résilience d'un système face à une crue. Une figure synthétique, pareil, je vais faire court, mais on l'espère, ce sera prochainement publié en anglais. On s'est posé une question sur se dire, OK, on a eu un événement majeur comme la crue qu'on vous a montré, que je viens de vous montrer. On a eu des échantillonnages qui avaient une certaine résolution spatiale, on a une certaine résolution temporelle. Qu'est-ce qui se passerait? Quelle information est-ce qu'on va obtenir en fonction d'une source d'information? Donc, quel type de données? À quelle échelle de temps? Quelle échelle temporelle va avoir quelle représentativité, va nous offrir quelles informations pour comprendre notre site à différentes échelles. Donc, typiquement, est-ce qu'on va avoir une représentativité plutôt locale, plutôt à l'échelle de l'hydrosystème? Est-ce qu'on va apporter des nouvelles informations sur le modèle conceptuel hydrogéochimique? Ou est-ce qu'on est capable d'aller plus finement dans les dynamiques d'écoulement, caractérisation des hétérogénéités d'écoulement? Et puis ça va avoir des conséquences par rapport à ce qu'on peut proposer en termes de gestion des sites de filtration sur berge, comme via une meilleure compréhension de la vulnérabilité, qu'est-ce qu'on peut offrir comme contrôle. Je ne pensais pas le résumer autant, n'hésitez pas à revenir là-dessus si vous voulez qu'on en parle tantôt. Ok, on travaille aussi sur les temps de résidence. J'ai décidé ici aujourd'hui de parler essentiellement de l'origine de l'eau des mélanges, mais les temps de résidence, on l'a dit, c'est quelque chose de clé. On a des traceurs très très simples, la température avec ces petits capteurs que j'ai illustrés ici qui valent quelques dizaines de dollars, qui sont autonomes, qui mesurent la température et qui l'enregistrent. Et nous, on développe des méthodes tout simplement en les installant sur la tubulure des puits de pompage. On n'a pas besoin d'installation, dérivation pour une mesure à la source. On est capable de mesurer en continu la température de l'eau pompée. Et cette température, finalement, elle reflète la propagation d'un signal. Vous savez qu'il fait plus chaud en été, plus froid en hiver. Okay, donc on a un signal, on peut imaginer une sinusoïdale. Et on va regarder comment est-ce que cette même sinusoïdale, elle est dans l'eau de surface et comment elle se propage au travers des puits. Et on a des travaux de modélisation en cours et c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, notamment parce qu'on aurait des éléments de réponse à faible coût. On travaille, donc on parlait de carbone 14 tout à l'heure, des outils de traçage. Le radon, vous en avez peut-être entendu parler, si vous habitez dans une zone avec des problèmes de radon, notamment le gaz dans vos sous-sols. Sachez que le radon, il est radioactif, il peut poser problème, être cancérigène à haute dose, mais on le retrouve aussi de manière naturelle partout dans les eaux souterraines, parce que c'est produit par la roche. Et on s'est amusé à prendre l'utilisation du radon en eau souterraine à l'envers par rapport à ce qui se fait habituellement. Habituellement, on va l'utiliser pour essayer de comprendre ces eaux riches en radon. Si on les retrouve dans une eau de surface qui ne devrait pas en avoir parce qu'elle n'était pas en contact avec la roche, ce qui se fait d'habitude, c'est ça. Et ça permet d'essayer de quantifier les apports d'eau souterraine à la surface. Puis, on s'amuse à faire l'inverse, à se dire que on a une eau de surface qui n'a pas de radon, et lorsqu'elle va s'infiltrer, parce qu'on la force à s'infiltrer en filtration sur berge, petit à petit, elle va acquérir une signature en radon, et là, on aurait un élément de traçage. Pour finir, vous parlez d'un état des lieux de la situation au Québec, en développement, et c'est un projet financé par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, dont les objectifs vont être une revue de littérature sur l'encadrement et la définition des prélèvements de filtration sur berge dans d'autres juridictions. C'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que c'est considéré à l'international et voir comment est-ce qu'on pourrait évaluer la vulnérabilité des sites de filtration sur berge au Québec et notamment dans le contexte de changement climatique en termes de quantité et en termes de qualité de l'eau. Donc, ça inclut un projet de recherche où notamment on fait un échantillonnage mensuel isotopique et géochimique dans une centaine de puits d'eau potable, de lacs et de rivières.
L'idée est d'établir une quantification qui est au-delà de ce que je vous ai montré tantôt, simplement avec un critère de distance, et puis une typologie des sites de filtration sur berge au Québec. Donc, on espère pouvoir apporter ces éléments de compréhension. En conclusion, à retenir, la filtration sur berge est utilisée avec succès depuis plus de 200 ans en Europe comme solution économique de pré-traitement de l'eau potable, et puis probablement depuis plusieurs dizaines d'années au Québec également. Plus de la moitié des champs captants en eau souterraine au Québec sont susceptibles d'être des sites de filtration sur berge. Lorsque des enjeux particuliers de qualité sont identifiés, on a le classement ECIDES qui assure un suivi et un traitement adéquat des puits en filtration sur berge. Et puis, une meilleure compréhension du processus de filtration sur berge serait intéressante pour contribuer à l'amélioration de la protection à la source de ce type de prélèvement. Et par rapport aux travaux de recherche en cours, dans l'équipe, on essaie de développer des outils et des méthodologies qui soient simples à utiliser pour mieux caractériser la vulnérabilité des sites de filtration sur berge. Je vais faire ça court, je vois vraiment le temps, 36 minutes là, je me sens mal, j'ai dépassé. Donc, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci pour votre attention.